Please be seated. Le président, veuillez poursuivre, Maître Haynes. Maître Haynes. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une mauvaise nouvelle pour les interprètes, mais il faudra que j'accélère. Je vais maintenant passer rapidement à l'examen de quelques sujets. En fait, je vais faire l'impasse sur ces sujets que j'avais prévus pour aller directement à la zone pour laquelle on m'accusera peut-être d'arrogance absolue. Je vais parler de la réunion à la brigade de Bratunats. Notre mémoire et le mémoire de l'accusation en parlent longuement. Mais en style télégraphique, je rappelle quelques points. Tout d'abord, le journal de Trevich et sa déposition ne sont pas des sources indépendantes au niveau de la preuve. Il faut voir ces deux éléments ensemble. Ils se tiennent et ils se séparent ensemble. Prenez la page du compte-rendu d'audience 11 978 où Trivich lui-même le concède. À notre avis, il y a plusieurs raisons très convaincantes qui expliquent pourquoi. Le souvenir et la trace qu'a gardée Trivich de la réunion du 12 juillet ne saurait être exacte. J'en cite 7 de raisons. Tout d'abord, d'après ce qu'il dit de ses souvenirs, il n'y avait pas de prisonniers dans le centre de Bratunats le soir où il est allé à la réunion. Deuxièmement, lors de cette réunion, on n'a pas parlé de l'endroit où se trouvait la 28e division. Troisièmement, dans l'après-midi, en début de soirée du 11 juillet, le général Mladic, nous l'avons vu dans la vidéo, avait exhorté tous ses officiers, y compris Trivich, d'aller à Bratunats ce soir-là. Il est logique que ces officiers, dont Trivich, y soient allés. Quatrièmement, il n'y avait pas de bus à Potocari lorsque Trivich a traversé Bratunats le soir de la réunion. Il n'y avait que des gens. Donc ça ne peut s'être passé que le 11. Ça ne saurait s'être passé le 12. Cinquième raison. Au cours de la réunion, Mladic a reçu un appel téléphonique qu'a entendu Trivich et qui portait sur le fait de fournir du carburant pour les autocars. Et ceci suit directement dans le temps la conversation de Mladic avec Karamans à la première réunion de l'hôtel Fontana à propos du fait qu'il faut prévoir des autocars et du carburant pour l'évacuation. Cette conversation n'aurait pas pu avoir lieu le 12 juillet. Sixième raison. Ce que Trivich a dit, c'est que la conversation qu'il avait entendue, c'était celle de Mladic qui prévoyait le début du transport de Potocari le lendemain. Page du compte-rendu 11 980, 11 981. Et ce soir-là, il n'a pas vu d'autocar à Potocari. Septième raison. Trivich a déclaré pendant sa déposition qu'il était repassé par Potocari le lendemain de la réunion dans l'après-midi et que c'est à ce moment-là qu'il avait vu des foules importantes de personnes qu'on faisait monter dans des autocars. Les officiers du Deutschbad ont dit que c'est vers 17 heures le 13 juillet que l'évacuation s'était terminée. Par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de foule amassée à cet endroit cet après-midi-là lorsque Trivich est repassé par Potocari. Quant au journal de Trivich lui-même, à notre avis, il est ambigu s'agissant de la date. C'est la deuxième et sans doute dernière fois que je vais demander qu'un document soit affiché par le système du prétoire électronique. Vous avez déjà le texte à l'écran.
Voyez plus précisément le passage sur lequel s'est appuyée l'accusation dans son mémoire en clôture. Il est dit: d'ici à 8 heures demain, le général Kostic, ça doit être Krstić plutôt que Kostic, doit préparer une décision pour libérer Gepa. Un peu plus loin dans le texte, on lit ceci: le matin du 13 juillet à 10 heures, le général Mladic va parler personnellement aux soldats du secteur du village de Viogor, à la ligne à laquelle on est arrivé. Fin de citation. Qu'est-ce qui est important ici? Tout d'abord, c'est que Trivic note un ordre donné par Mladic à Krstić qui est non pas de donner un ordre, mais de fournir une décision d'ici à 8 heures le lendemain matin. L'accusation ne tient pas compte de ça lorsqu'elle essaie d'établir un lien entre ceci et l'ordre de combat donné le 13 juillet par Krstić. Mais le lien plus logique qu'il y aurait entre ce qui est écrit ici et les éléments survenus plus tard, c'est que Krstić est arrivé, a pris une décision à 8 heures le 12 pour ensuite aller au Boina Repita où il a rencontré les commandants à 9 heures et a annoncé qu'il avait pris une décision de nettoyer le terrain vers Gepa. Et ce qui est aussi très important à notre avis, pourquoi est-ce que Trevic, à la mention qui suit, dit-il que Mladic va s'adresser aux soldats à 10 heures le 13 juillet? Pourquoi ne dit-il pas demain? Ça n'a pas de sens. Quand on dit le 13 juillet dans le texte, dans cette mention, ça implique clairement que le lendemain, ce n'était pas le 13 juillet. La plupart des autres éléments de preuve concernant cette réunion ont été sérieusement modifiés dans les mémoires. Je ne vais pas revenir sur ce point, mais je voudrais apporter 2 éléments supplémentaires qui, à notre humble avis, nécessitent un examen de votre part. Tout d'abord, il y a ce que dit Miodrag Dragutinovic. À notre avis, son témoignage est important à 2 égards. Il dit non seulement que Pandorovitch lui a dit le 12 que la réunion s'était passée la veille au soir, mais aussi, et c'est très important, à 17 heures dans l'après-midi du 12 juillet, lorsque Krstić, nous le savons, est allé à Viogor pour rencontrer les commandants. Krstić lui a dit que Mladic allait venir le lendemain pour parler aux hommes. Krstić n'aurait pas pu le savoir. Si Mladic avait dit cela simplement ou seulement à une réunion qui s'est déroulée 5 heures après qu'il ait parlé à Milorad Dragutinovic. Forcément, Krstić le savait parce que ça avait été dit à une réunion qui s'était passée la veille. Je sais que le procès a été long, mais peut-être vous souvenez-vous de cet agent chargé des écoutes, Miodrag Dragutinovic, un géomètre de profession, un homme modéré, tranquille, qui est sans doute celui qui a donné les éléments de preuve les plus fiables sur ce point que vous aurez entendu en 3 ans. Il était témoin à charge. L'accusation n'avait pas à l'appeler à la barre, mais elle l'a appelé quand même. Et maintenant, si l'accusation, sans contredire ce que cet homme a dit, pendant les questions supplémentaires que l'accusation aurait pu poser. Maintenant, l'accusation dit qu'il mentait. C'est tout à fait incorrect.
Il a fait l'objet d'une audition qui fait 146 pages. L'accusation savait ce que cet homme allait dire à l'audience et il n'a pas été contesté dans ses dires. Et est censé avoir dit, c'est pour ça qu'on l'a appelé, avoir été un témoin qui allait dire la vérité. Ces questions supplémentaires ont duré plusieurs heures, sur 2 jours. Jamais on n'a dit qu'il aurait menti s'agissant des dates qui, d'après Banderevitch, était celle d'une réunion qui s'était passée la veille et pour laquelle Kerstich avait dit que Mladic allait venir le lendemain. Deuxième point, qui découle directement de ce que je viens de dire. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. En début de soirée, le 12 juillet, Kerstich est bien allé à Viogor et il a bien parlé à tous les commandants de brigade qui allaient se rendre à Gepa. À notre avis, ceci rend l'idée selon laquelle toutes ces personnes seraient allées de Viegor à Bratunac en fin de soirée pour parler exactement de la même chose n'a aucun sens. On a longuement discuté de la date à laquelle s'est tenue cette réunion. Mais on n'a pratiquement pas discuté de la teneur de la dite réunion. L'accusation semble dire qu'il suffit de prouver la date pour en déduire le reste, quelle que soit la date à laquelle a eu lieu cette réunion. Il est intéressant de voir qui était absent à cette réunion. Vera n'était pas là, Popovic non plus, Kosoric non plus, Tolomir non plus. Momir Nikolic n'était pas loin, mais il n'assistait pas à la réunion, et Vasic non plus. Donc il n'y avait personne du MOUP à cette réunion. Qui était donc à Potocharé? Mais sans doute la plupart, sinon la totalité de ces personnes que je viens de citer. À notre avis, les réunions dont il est prouvé qu'elles ont eu lieu vers cette heure-là indiquent clairement la répartition des tâches entre les soldats et ceux qui avaient la charge des prisonniers. Ceux qui étaient à cette réunion, c'étaient les militaires qui avaient pour responsabilité d'assurer la défaite militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Gepa, donc qui avaient pour tâche de combattre. C'étaient des hommes qui, en vertu des ordres de combat ou de façon générale, n'étaient pas chargés de la prise de prisonniers, ni de leur détention, ni non plus du déplacement de civils. L'accusation dit, mais pourquoi est-ce que Mladic va dissimuler tout ceci à ses chefs militaires? Nous disons, pour contrer cet argument, mais pourquoi est-ce qu'il va leur dire cela? Lui, il avait mobilisé et donné des ordres aux personnes qu'il fallait pour s'occuper de Potocari. Il n'avait pas besoin de ses chefs militaires, il n'avait pas besoin que ces chefs militaires soient au courant ou fassent quoi que ce soit. Pour On a la preuve, en tout cas la preuve donnée de réunions distinctes avec ce chargé de la sécurité, c'est assez vague. Mais tous ces hommes ne sont pas tous allés à Potocari par un coup de baguette magique, ce qui veut dire qu'il y a dû avoir plusieurs réunions qui se sont déroulées sans doute avant le début de la montée des civils à Potocari dans les autocars. Il est illogique de déduire qu'il fallait rediscuter de tout cela avec ceux qu'on allait envoyer combattre à Shepa. Ça ne tient pas la route, cet argument ne tient pas la route. Il n'était pas nécessaire que ces derniers soient au courant, soient informés. Laissons de côté les conditions physiques qui semblent indiquer, bien entendu, que Trivic se trompe. Ce que dit l'accusation de ce que les commandants devaient savoir lorsqu'arrive la date du 12 juillet, repose uniquement sur la déposition de Momir Nikolic. Or, l'accusation elle-même a dit qu'on ne peut pas se fier au dire de Nikolic lorsque ce n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve dignes de foi. Paragraphe 502.
Mais ce que l'accusation dit à propos de ce qu'il a dit à Blagojevich, tout ceci se fait sans que ce soit corroboré. Euh, alors maintenant, on demande à la Chambre de croire que Pandorevitch devait savoir tout cela, même s'il avait assisté à la réunion le 12 juillet. Enfin, un élément que j'ai esquissé, c'est la situation de Trevitch. On dit que Trevitch n'est pas membre d'une entreprise criminelle commune. Il n'est pas nécessaire de le mettre en garde avant qu'il ne commence sa déposition d'application de l'article 90. Or maintenant, dans le mémoire en clôture, on laisse entendre qu'il était qu'il assistait à une réunion où on a discuté de transfert forcé et de meurtre, même s'il a rejeté cette idée, mais en plus, on l'accuse d'un faux témoignage à cet égard. Faire ce genre de suggestion à ce stade de la procédure, c'est honteux, à notre avis. Je passe maintenant à ce que dit l'accusation dans son mémoire à propos de la connaissance qu'aurait eu mon client de l'opération meurtrière. Et je vais commencer par la date du 13 juillet. Tout d'abord, et c'est un point des plus importants, il n'est pas contesté que du 12 au 13 juillet, Pandurevich allait de Viogor à Vlasenica pour s'y installer. Rappelez-vous, il y a eu en fin de soirée le 13 juillet le moment où il fait le plein pour sa voiture qui se trouve dans un convoi à une station-service à Vlasenica. Il n'a pas rencontré de force musulmane, personne ne l'a laissé entendre. Il n'y avait pas de force musulmane là où il est passé. Donc, il n'est pas question qu'il soit informé du fait qu'on aurait pris des gens prisonniers, fait des gens prisonniers tout près de l'endroit où il était. Rien n'a été présenté qui parle d'une communication entre lui et quelqu'un qui se serait trouvé à Bratunac. Pourquoi aurait-il contacté qui que ce soit à Bratunac? L'accusation laisse entendre que le déplacement de prisonniers de Bratunac à Zvornik c'est fait parce qu'il y avait présence d'ONG et de représentants internationaux. C'est tout à fait faux que d'affirmer cela. Rien n'est venu prouver que c'était la raison pour laquelle on avait déplacé les prisonniers. Deronich a dit que si on les a déplacés, ces prisonniers, c'est parce que lui l'avait exigé. En fait, les meurtres à Kravica, qui est juste à l'extérieur de Bratunac, sur la route principale de Terska et de la vallée de la Yadar, si on en croit l'accusation, détruit toute idée que quelqu'un se serait préoccupé de ce que veulent penser les représentants internationaux. Et si il fallait encore une preuve de plus, même après la décision de Karadzic et de Deronich de déplacer les prisonniers à Zvornik, Behara cherchait toujours des endroits où il pouvait assassiner ces gens dans la matinée du 14 après Bratunac. Alors il peut lui importer de savoir qui pourrait être témoin de l'opération. Ce que dit l'accusation, c'est que, en fait, une décision a été prise de tuer tous ces hommes le 12 et pour ce faire, l'accusation se base uniquement sur les dires de Momir Nikolic. Or, l'accusation elle-même dit qu'il ne faut pas croire ce qu'il dit. Nous disons que c'est inexact aussi et que les éléments de preuve ne soutiennent aucunement ces constatations. Nous le disons clairement dans d'autres mémoires. C'est vrai, Mladic s'est adressé à ses effectifs dans la matinée du 13 juillet et Kerstich était présent avec lui. Mais il n'y a aucune preuve qui montrerait qu'il a parlé à Badirovitch ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs d'un plan qui aurait consisté à assassiner les prisonniers à ce stade. Et la Chambre a entendu Pandorevitch, mais aussi Trevitch et Dragutinovitch.
Et jamais on a laissé entendre à ces témoins qu'on aurait donné ce genre d'informations. À ce stade, nous sommes dans la matinée du 13 juillet. La décision de déplacer les prisonniers à Zvornik n'avait pas encore été prise. Il n'était donc pas nécessaire que Pandorevitch eût été le seul destinataire de l'information. L'idée qui voudrait que Mladic aurait partagé tous ses plans, toutes ses activités avec son chef de sécurité, ou de son chef de sécurité avec tous les commandants de brigade qui participent à des combats est ridicule et n'est pas soutenue par les moyens de preuve. La décision de déplacer ces prisonniers de Bratunac à Zvornik s'est prise à très haut niveau politique. Elle a été prise vite. L'accusation le reconnaît au paragraphe 3912. C'est vrai que pour savoir si Pandorevitch savait que ces prisonniers allaient être déplacés à Zvornik, ça ne peut être reconnu que comme une concession que fait l'accusation qu'elle n'a pas assez de preuves pour le prouver. Les éléments montrent plusieurs choses. D'abord, la décision de déplacer les prisonniers a été prise vers 20h30 dans la soirée du 13 juillet. Deuxièmement, en très peu de temps, Dragan Nikolic a été informé, sans doute par un appel téléphonique de Popovic, même si l'accusation est loin d'être claire sur ce point. Troisièmement, Berra ne voulait pas déplacer les prisonniers. Et même le lendemain, il essayait une façon de tuer les prisonniers à Bratunac. Quatrièmement, pendant que tout ceci se déroulait, Vinko Pandorovic, lui, il était en situation de progression vers Jepa. Rien n'est venu prouver qu'on l'aurait contacté. Pourquoi aurait-on contacté Pandorevitch? Tout d'abord, si le chef de la brigade de Zvornik devait être averti qu'il devait se préparer à l'arrivée de prisonniers, il fallait le dire à Obrenovic, qui lui avait le commandement de la brigade de Zvornik le 13 juillet. Le dire à Pandorevitch, qui avait une mission tout à fait différente, il était censé progresser en direction de Jepa, qui n'était pas contactable par radio, par la brigade. Ce serait tout à fait inutile. Deuxièmement, la dernière chose que Béara voulait, c'est qu'une autre municipalité lui dise qu'il ne pouvait pas tuer ses prisonniers chez eux. Il voulait en terminer le plus rapidement possible. Par conséquent, dire que Pandorevitch était au courant. Pour affirmer cela, on repose uniquement sur ce qu'a dit le témoin 168, lequel a dit que Dragan Nikolic lui avait dit que Pandorevitch était au courant. Mais pour ça, il aurait fallu avoir contacté Pandorevitch pendant cette marche en direction de Jepa, entre le moment où la décision est prise dans le bureau de Deronievitch et quand Popovic appelle Dragan Nikolic. Mais ni Deronic ni Béara ne pouvaient contacter Pandorevitch depuis le bureau du SDS et Mamir Nikolic ne l'a sûrement pas appelé. Même depuis le commandement de la brigade de Bratunac, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il aurait été possible de contacter Pandorevitch pendant conclure que Pandorevitch était au courant de ce plan visant à déplacer les prisonniers à Zvornik dans la soirée du 13 juillet. Passons à la journée du 14 juillet. Aucune preuve n'a été présentée. Même Kerstitch aurait été au courant dans la matinée du 14 juillet que des prisonniers avaient été emmenés ou étaient emmenés à Zvornik. Pourquoi lui aurait-on dit? Il n'y a d'ailleurs aucune raison à cela.
Car même si on pense qu'il y a une chaîne de commandement ordinaire régulière, Berra n'avait pas d'obligation de compte rendu à Kerstitch, Deronich encore moins. Il n'avait aucun devoir envers Kerstitch et Momir Nikolic non plus. Je vous l'ai déjà dit. Nous faisons valoir que la mise en garde de l'accusation quant à la déposition de Momir Nikolic, ça veut dire qu'il vous est impossible de conclure qu'il aurait informé son propre commandant, parce qu'il est le seul à l'affirmer. Ce qui veut dire que dans la matinée du 14 à Krivace, il est impossible que Krstić aurait parlé, on aurait ne serait-ce que parlé à Panderovic du déplacement des prisonniers à Zvornik. De plus, rien n'est venu prouver qu'on aurait du tout parlé des prisonniers lors de la réunion le matin du 14 juillet. De plus, Panderovic en a parlé dans sa déposition. Metrevich aussi, Yevgevich aussi, Dragutinovic aussi. Ils étaient tous à Krivace le matin du 14 lorsque on était en train de donner des ordres de combat pour Krivace 95 et rien ne prouve qu'on aurait parlé à ces réunions des prisonniers. C'est une déduction qu'on ne peut pas tirer, contrairement à ce que dit l'accusation. Et ces 4 témoins le montrent, l'accusation n'a pas raison. Il n'est pas vrai de dire qu'on aurait parlé des prisonniers aux réunions de ce matin-là. À supposer le contraire, toutefois. À supposer que Krstić était déjà au courant le matin du 14, qu'il savait déjà qu'on était en train de déplacer les prisonniers à Zvornik, et à supposer qu'il en aurait informé Vinko Panderovic. Ce qui est remarquable, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a aucune communication, aucune transmission entre Panderovic et la brigade de Zvornik. Nous sommes certains de ce fait parce que si ça avait été le cas, le témoin 168 vous l'aurait sans nul doute dit. Ça aurait été inscrit dans le registre de permanence et il y aurait eu une écoute téléphonique parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû contacter son commandant si on lui avait parlé de l'arrivée imminente de prisonniers. Il est inconcevable, inimaginable que si Krstić lui avait parlé de l'arrivée de prisonniers dans la matinée du 14, il est inconcevable. Premièrement, qu'il n'aurait pas été au courant de l'existence de la colonne. Deuxièmement, qu'il n'aurait pas contacté la brigade et qu'il aurait pris position à Jepa comme si de rien n'était. Le paragraphe 1592 1392 est clair ici. On dit que tout le monde était au courant de l'opération meurtrière, mais on sait que ceci repose uniquement sur ce qu'a dit Momir Nikolic et l'accusation vous invite, vous elle-même, à ne pas tenir compte de ce que Momir Nikolic a dit. Passons au matin du 15 juillet. Paragraphe 1270, 1393 à 1398, l'accusation dit que il fallait, c'était forcément quelque chose que Panderovic devait savoir, qu'il y allait y avoir une opération meurtrière pour en fait combattre de façon efficace la colonne musulmane. Et que forcément Krstić le lui avait dit avant qu'il ne rentre le 15 juillet. Nous avons présenté bon nombre d'arguments, notamment au point 13. Tout d'abord, personne ne laisse entendre qu'on savait que cette colonne représentait un danger pour Zvornik avant la soirée du 14 juillet. Mais l'accusation n'a même pas voulu le laisser entendre. Même dans la matinée du 14, Krstić aurait parlé à Panderovic du danger que représentait la colonne. Donc, les autres opérations qu'il pouvait y avoir à Zvornik, que Krstić en soit courant ou pas, n'avaient aucun effet. Deuxièmement, l'opération meurtrière était une opération où il y avait donc contact notamment avec le corps de Latkrina, la brigade Bratunas. Pourquoi en parler à un commandement de brigade? Aucune raison. Troisièmement, et nous l'avons prouvé, il n'y a pas
ensevelissement des prisonniers au poste de commandement dans la matinée du 15. Sixièmement, si Obrenović pensait que les ressources déployées pour assurer la garde des prisonniers compromettaient les capacités de combat de la brigade, il l'aurait dit dans son rapport du 14 juillet. Ou bien, tout du moins au cours de sa conversation qu'il a eue avec Yevkovitch dans la soirée, la veille plutôt, ça reprend l'interprète. Septièmement, pour ce qui est maintenant des ressources de la brigade de Zvornik et l'allégation au paragraphe 1397 du mémoire de l'accusation, à savoir que de très grandes ressources de la brigade de Zvornik avaient été employées, le montant de ressources qui avait été déployé pour assurer la garde des prisonniers, pour creuser les fosses, s'était augmenté avait monté à 50 en date du 14 juillet. Et pendant les jours qui ont suivi, ceci... il y en avait moins, il y avait moins d'hommes. La brigade de Zvornik avait 5 et demi mille hommes... 5000 hommes et demi à sa disposition, et cinquièmement, il y avait 1% de moins d'hommes à sa disposition. Les 14, 15 et 16 juillet, tous les bataillons n'étaient pas engagés dans des activités de combat, et vous avez eu l'occasion de voir la qualité de certaines personnes qui ont déposé dans cette affaire, et j'entends là, je ne veux pas vous parler avec moins de respect pour les personnes qui sont venues témoigner sur le fait qu'ils étaient là, qu'ils aient monté la garde non armée, non loin de l'école. Est-ce que vous pensez sérieusement que leur absence de la ligne de front a fait une différence quant à leur capacité de combat pour ce qui est de la brigade de Zvornik? Et huitièmement, les télégrammes de Obrenović et d'autres sources qui étaient disponibles à Krstić et Pandurević dans la matinée du 15 juillet ne font aucune référence aux opérations de meurtre. Neuvièmement, la communication interceptée le 15 juillet, conversation qui a eu lieu entre Pandurević et le commandement de brigade, nierait toute suggestion, à savoir que Pandurević venait juste d'être informé sur les opérations de meurtre à Zvornik. Il est inconcevable, nous l'avons dit, que si Krstić venait juste de lui dire qu'il y avait toutes sortes de problèmes découlant des opérations d'assassinat qui s'étaient déroulées à Zvornik et que les sources étaient déployées de la brigade, que Pandurević n'aurait pas demandé de savoir ce qui en est, même si il ne s'agissait que d'un langage très bref lorsqu'il avait appelé Mijatović et Milosevic dans la matinée du 15. Si l'accusation comme l'avance l'accusation se reprend l'interprète, il avait appris ceci de Zvornik, il fallait qu'il sache ce qui se passait sur le terrain. Un commandant, tout comme Pandurević, aurait sans doute posé des questions sur cette question-là s'il savait qu'effectivement quelque chose se passait. Dixièmement, Dragan Jokic, d'après l'accusation, est un témoin, une personne faible. Je ne le sais pas, mais je sais avec certitude que c'est une personne qui dit tout sur les ondes. Vous n'avez qu'à regarder la conversation interceptée avec le colonel Béhara dans la soirée du 14 juillet à 21h02 à la page 1164. Sa conversation qui a eu lieu à 9h39 avec le commandant de la brigade de Bratunac P1176 où on lui a dit de ne pas parler plutôt que de dévoiler où se trouvait son commandement sur les ondes par voie radio. Mais lorsque Dragan Jokic s'est entretenu avec Pandurević ce matin-là, à savoir s'il y avait des problèmes, il n'a rien dit. Voilà, ceci peut très bien vouloir dire que je dis quelque chose qui pourrait être bénéfique pour le colonel Béhara, parce que lorsqu'il a parlé dans la
au cours de la soirée précédente avec le colonel Béara par radio. En fait, il ne faisait référence qu'à la colonne et rien d'autre. Mais il est certain que avoir son commandement à l'autre bout de la ligne est une surprise. Que lui, Dragan Jokic, ne dise absolument rien. Ce que Vinko Pandurevic ne l'aurait pas empêché de dire. 11e, nous savons tous maintenant que nous pouvons ajouter les hommes et les engins mécaniques qui avaient été impliqués à Orachovac et Petkovici, mais personne ne le savait à l'époque. Et il est certain que personne à l'époque ne savait du type de chiffres que l'accusation alléguera maintenant. Que l'accusation allègue plutôt comme chiffre ou comme implication. 12e, si Krstić avait dit à Pandurevic concernant les opérations de meurtre, à savoir l'implication de la brigade de Zvornik dans la matinée, pourquoi est-ce que Krstić n'est pas dit à Béara lorsqu'il a appelé à 10 h du matin, ce matin-là, quelques minutes plus tard? Pandurevic, quelques minutes plus tard, se plaignait qu'il avait des problèmes. Il est certain que la logique dicte la chose suivante, c'est que si Pandurevic savait ce qui se passait, logiquement, Krstić aurait dit à Béara que Pandurevic va revenir, il a connaissance de tout, il sait tout, pourquoi ne prends-tu pas ces hommes lui? Bien peut-être les hommes du 3e bataillon ne sont pas impliqués dans des opérations de combat. Et si Pandurevic savait ou avait su que des opérations de meurtre avaient lieu et que s'ils connaissaient ce qui se passait ou l'application de la brigade de Zvornik, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle Béara ait demandé que l'on lui passe des ressources de la brigade de Zvornik pour participer à des exécutions dans la brigade de Zvornik. Il n'y a absolument aucun... C'est impossible que Krstić ne lui ait pas dit que Pandurevic était sur le point de revenir. La seule raison pourquoi Béara n'a pas demandé à Pandurevic de lui venir en aide, c'est parce que Pandurevic, en fait, ne faisait pas partie du plan. Et en fait, cette conversation a été interceptée. Et peut-être la conversation la plus importante, tout comme le rapport de combat qui a été rédigé le même jour, pour comprendre la preuve qui existe ou non contre Vinko Pandurevic. D'après nous, c'est une illustration qui est limpide, qui est la plus claire, qui puisse vous indiquer que personne à ce moment-là ne peut déduire qu'il avait quelque connaissance que ce soit concernant les opérations qui se déroulaient. Et en 13e lieu et en dernier lieu, si Krstić était entretenu avec Pandurevic dans la matinée du 15 sur le fait que les opérations de meurtre s'étaient déplacées à Zvornik maintenant, pourquoi est-ce que 10 heures plus tard, Pandurevic lui aurait écrit un rapport en lui disant ou en lui parlant de prisonniers à l'école? En réalité, Pandurevic serait en train d'écrire à Krstić pour lui dire « Hey Curly, tu sais ces prisonniers dont tu m'as parlé ce matin et les problèmes que nous avons avec eux? Eh bien, tu as tout à fait raison, voilà, nous avons des problèmes avec eux. » D'après nous, la thèse de l'accusation sur ce que Pandurevic aurait dû savoir et donc le savait sans doute d'après découlant de sa réunion avec Krstić dans la matinée est complètement fausse et n'est basée que sur des déductions qu'il est absolument impossible de tirer lorsque vous examinez toute la preuve. Nous aimerions ajouter de nouveau qu'il s'agit ici d'une affaire dans laquelle le témoignage direct dans l'affaire Pariochevich et Vinko Pandurevic, tout comme sont des éléments de oui-dire obtenus par Dragutinovic, laisse complètement de côté la possibilité de transfert d'informations à cette étape. L'un des grands mystères de cette affaire, si vous voulez, c'est que Pandurevic a peut-être raison lorsqu'il vous dit de quelle façon il a appris qu'il y avait eu des exécutions à Zvornik. Peut-être, en fait, pourquoi est-ce que Dragan Obrenovic ne lui ait pas dit plus tôt? Mais la question est tout à fait valide. Ils étaient collègues depuis 2 ans et demi, ils travaillaient de très près ensemble, ils se respectaient mutuellement. On s'attendrait bien sûr que Obrenovic informe Pandurevic dès qu'il le peut. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, n'oublions pas
Où repose le fardeau de la preuve? Sur les épaules de qui? Alors c'est peut-être l'une des épisodes la plus importante dans l'affaire contre Pandorevitch. Je dois vous rappeler que c'est à l'accusation qui doit prouver au-delà de tout doute raisonnable ce qu'ils avancent. Et nous aimerions vous dire que dans tous les cas, le témoin 168 n'a pas prouvé, n'a pas pu donner des éléments de preuve corroborants. L'histoire et l'impossibilité de l'histoire du témoin 168 s'agissant de l'histoire du corridor est abordée dans notre mémoire concernant Obrenović et Pandorevitch. Mais en réalité, l'accusation n'a rien d'autre pour reposer leur thèse. Ils ne s'appuient de façon désespérée sur le fait que Pandorevitch devait savoir qu'il y avait une menace de sécurité et qu'Obrenović n'avait absolument aucune raison de cacher ceci de son propre commandant. Mais analysons ceci. Voilà. Je vais maintenant vous énumérer une série de facteurs opérationnels concernant Obrenović et vous allez voir de quelle façon est-ce que ces éléments fonctionnent de façon séparée, dans certaines circonstances de façon combinée. D'abord, n'oublions pas que si PW 168, lorsqu'il a parlé de la conversation qui a eu lieu entre Obrenović et Dranicolić, si ceci est vrai, à ce moment-là, Obrenović aurait cru que Pandorevitch était déjà complètement informé et conformément et donc selon l'interprète n'avait absolument aucune raison de savoir. Et encore moins toute une série de policiers qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Deuxièmement, il est tout à fait possible qu'il n'avait rien à dire. Les détails précis des connaissances d'Obrenović concernant les opérations de meurtre et à savoir qui était impliqué dans ces opérations en date du 15 juillet à midi, on ne peut pas le savoir en réalité. Peut-être qu'il pensait que Dragan Nikolic voulait partir du poste de commandement avancé, qu'il avait besoin de 5 policiers militaires pour assurer la sécurité de quelques écoles. D'autre part, il aurait pu être complètement au courant du meurtre et de l'ensevelissement des prisonniers à l'école de Rachovac et Petkovici. La vérité est absolument impossible à trouver. Mais en réalité, ce qu'il savait à midi, le 15 juillet, pertinemment, si ce n'est beaucoup, il n'avait peut-être pas pensé qu'il était utile d'informer Pandorevitch sur ces faits. Il n'a peut-être pas dit à Pandorevitch ceci, étant donné l'urgence de la situation militaire. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'il n'ait peut-être pas eu l'occasion de le faire. Même dans ses entretiens de 2001, Obrenović insiste pour dire qu'il voulait absolument informer Pandorevitch, mais qu'à l'époque, il n'avait que fait l'évaluation de la situation militaire, mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire. Pandorevitch est simplement entré dans le bureau le 15 juillet. Obrenović l'a informé très brièvement pendant 15 minutes de la situation, et ensuite Obrenović avait été envoyé pour exécuter sa mission. Cette version de la réunion du 15 juillet, indépendamment de la connaissance qu'avait Obrenović des événements, correspond de façon remarquable avec toute la preuve que nous avons à notre disposition. Et pourquoi aurait-il menti sur ce sujet en 2001? Quatrièmement, il avait peut-être peur de dire à Pandorevitch ce qu'il avait fait, ou au moins il avait peut-être besoin d'un peu de temps pour voir de quelle façon il pourrait expliquer tout ceci. Obrenović se trouvait au commandement de la brigade de Zvornik les 13 et 14 juillet. C'est lui qui avait pris la décision de relâcher Dragan Nikolic de son poste en tant qu'officier de permanence et lui a donné 5 policiers militaires. Il a aussi également autorisé de prendre 2 engins d'excavation pour les ensevelissements de Rachovac. Obrenović était peut-être plus impliqué que cela, nous ne le savons pas. Toutefois, il aurait pu peut-être avoir peur que Pandorevitch ne serait pas d'accord avec ses actions, et quelles qu'elles soient, et qu'il les aurait critiquées. Cinquièmement, alors qu'Obrenović est dit à Pandorevitch, où il est informé de la conversation avec Dragan Nikolic, il ne l'a pas fait d'après aucune version des événements
En fait, il ne l'a fait que, d'après toutes les versions des événements, que 24 heures après le retour de Pandorevitch. Et tout ceci est très étrange, bien sûr. Ceci nous fait penser que la conversation a été inventée de toutes pièces par Obrenovic. Mais il faut également en tirer la conclusion suivante. Il a dû y avoir une deuxième conversation. Une deuxième conversation entre Pandorevitch et Obrenovic. Obrenovic a dévoilé toute la genèse de cette information, à savoir qu'il y aurait un certain nombre de prisonniers, l'application de la brigade Vzornik, des engins mécaniques, et ainsi de suite. Mais ceci peut également être une combinaison de ces 5 raisons que j'ai énumérées. Le fait est qu'il est absolument impossible de déduire de tout ceci qu'une conversation ait eu lieu, parce qu'il n'y a absolument aucune explication à nous démontrant pourquoi la conversation n'a pas eu lieu. Nous avons 5 raisons que nous vous avons énumérées pour croire qu'elle n'ait pas eu lieu. Et en réalité, tout comme vous a informé tout comme vous l'a dit Monsieur Joss, la façon de voir tout ceci, c'est vraiment le cas classique d'inverser le fardeau de la preuve. C'est l'accusation qui doit vous informer que le témoignage du témoin 168 est vrai. Ce n'est pas le contraire. Nous n'avons qu'à vous présenter un doute. Étant donné que l'accusation, comme nous vous le démontrerons, a omis de mentionner plusieurs éléments importants de la preuve obtenue par le témoin 168. Deux exemples les plus importants, deux des éléments les plus importants sont la présence de Pandorevitch le 12 juillet à la brigade de Zvornik et le 16 juillet, nous avançons que vous ne pouvez pas tenir compte des éléments de preuve reçus par l'accusation à cet effet. Je souhaiterais maintenant passer rapidement au rapport de combat irrégulier du 15 juillet. Très brièvement, nous avançons que l'analyse de l'accusation de ce document n'est ni objective ni logique. La thèse de l'accusation concernant l'importance de ce document est circulaire. L'argument est le suivant. Le rapport lui-même et la preuve quant à la connaissance de Pandorevitch, et à cause de cette connaissance, vous pouvez donc interpréter comme ce document allant contre lui. Mais l'interprétation que nous aimerions vous donner... Mais cette interprétation est basée sur quelques affirmations ou quelques déductions fausses, à savoir que d'énormes ressources de la brigade de Zvornik avaient été déployées pour s'occuper des prisonniers, et ceci n'est pas le cas, c'est tout à fait faux. 30, 40 ou 50 hommes n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et cela ne voulait rien dire, ce n'était pas un chiffre important. Deuxièmement, Pandorevitch savait que les opérations de meurtre étaient en cours, les prisonniers attendaient d'être exécutés, et que les ressources de la brigade de Zvornik étaient impliquées dans cette opération. Il n'y a absolument aucune preuve qu'il le savait, et tout ceci dépend, et tout dépend de la personne qui lui aurait dit. S'il le savait, la seule information qu'il aurait pu avoir pour écrire ce rapport provenait de Brano Grujic et Ljubo Bojanovic. Donc à ce moment-là, il ne pouvait pas avoir d'informations, à savoir que les exécutions avaient lieu et que la brigade de Zvornik était impliquée. Et troisièmement, la situation sur le terrain avait été précisément décrite dans les 5 premiers paragraphes, mais en fait, cela n'a pas été fait. Le rapport dit que le nombre de colonnes... La situation sur le terrain, je vais recommencer, n'était pas précisément décrite dans les 5 premiers paragraphes. Les éléments de preuve nous permettent de dire que le nombre de colonnes, le chiffre de colonnes le nombre des personnes qui se trouvaient dans la colonne et qui se sont finalement retrouvées en liberté est un chiffre beaucoup plus important. Et quatrièmement, c'est que lorsque Pandorevitch a écrit son rapport, la position de Pandorevitch était qu'il allait permettre aux civils musulmans de trouver la liberté, mais pas aux soldats. Mais en réalité, avant la soirée du 15 juillet,
Le seul problème, c'était de savoir s'ils pouvaient prendre leurs armes avec eux ou pas. Et ceci est important pour deux choses. D'abord, parce que cela nie complètement la suggestion de l'accusation présentée au paragraphe 1443, que Pandurevich était complètement prêt à détruire l'armée. Et deuxièmement, ceci donne de l'importance au paragraphe 6 du rapport lorsqu'on lit « J'ai fait une offre au commandant du côté adverse, etc. » Ce paragraphe est le précurseur du rapport du 16 juillet dans lequel Pandurevich dit qu'il est tout à fait possible que certains soldats sont partis avec les civils. La déduction logique serait que s'il avait décidé qu'ils pouvaient tous partir lorsqu'il avait rédigé ce rapport, à ce moment-là, c'est à ceci qu'il faisait référence lorsqu'il a dit « laissez-les partir » et ceci a eu une corrélation directe ou un lien direct avec son rapport qu'il a rédigé le lendemain. Encore quelques observations que je voudrais vous faire sur ce rapport sont les suivantes. L'affirmation selon laquelle l'accusation dit au paragraphe 1449, ces affirmations devraient être complètement rejetées et complètement mises à l'écart. D'après la pratique telle que démontrée par M. McCloskey lorsqu'il demandait au général Pandurevich de lui dire quelque chose sur l'opinion qui a été présentée par M. Radonovich dans un autre procès, à moins d'avoir été adoptée par ce dernier. L'opinion de M. Radonovich quant à l'affaire Kurstich, savoir si c'était important pour cette affaire-ci ou pas, cette opinion ne devrait pas faire partie ou ne devait pas faire partie du mémoire de l'accusation. Ce que a dit cette personne n'a absolument pas la force de la preuve, plus particulièrement, et encore moins lorsqu'il dit n'être pas d'accord avec Vinku Pandurevich. Pour ce qui est maintenant du paragraphe 1449, dans lequel nous pouvons lire que le fardeau supplémentaire n'est pas basé sur la connaissance de Pandurevich. Nous n'avons qu'à dire ceci. Il était le commandant de la brigade de Zvornik pendant 2 ans et demi. Il savait très bien de quelle façon les soldats du bataillon allaient réagir, et plus particulièrement à savoir ce qui est plausible, enfin ce qui aurait pu les faire quitter les lignes et partir. Il y a beaucoup d'éléments, à savoir que Pandurevich savait qu'il y avait un danger. Il n'était pas nécessaire qu'il ait une connaissance directe des plaintes formulées par diverses personnes. La fiabilité des notes de Eileen Gillis comme preuve fait partie d'un paragraphe dans notre mémoire. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais en réalité, l'accusation souhaite accorder cette note Gillis avec le statut d'un entretien suspect, mais nous ne pouvons pas le faire parce que dans presque toutes les juridictions, à partir de la moitié du XXe siècle, par l'avancée des technologies et le droit des accusés, il nous incombe de protéger et de maintenir, de protéger en fait les accusés. Il est très important de réfléchir aux réponses qui sont données dans une situation satisfaisante. En fait, le mot, c'est de donner volontairement des informations. La note Gillis a des lacunes à tout niveau. Aucun suspect n'aurait pas dû être interrogé dans de telles circonstances et aucune note n'ait pu être employée pour contredire ce dernier. Nous sommes tout à fait certains que Mme Gillis, en rédigeant cette note, n'avait pas envisagé que cette note serait utilisée à d'autres fins que pour les fins pour lesquelles elle l'avait réécrit, à savoir de fournir, de faire une note brève
de noter brièvement sa conversation avec le général Pandorevich. Mais l'accusation n'a simplement pas compris ce qu'avait dit Pandorevich sur les cochons lorsqu'il a déposé. Ce que Pandorevich avait dit, c'est que le mot de Richard Buckler, l'interprétation de Richard Buckler du mot Asenatia est beaucoup trop restreinte, en ne disant qu'il s'agissait que d'ensevelissement des corps. Alors c'est pour ça que Pandorevich a employé le mot cochon pour dire que ce n'est pas ceci. Il ne disait pas du tout que la référence de Asenatia dans le combat régulier du 15 juillet faisait une référence aux cochons du 16 juillet ou bien les cochons de 1992. Il disait que lorsque c'est arrivé de nettoyer le tout, c'était une asenatia. Donc, à plusieurs égards, dans la note, le passage, justement, nous démontre à quel point il faut être prudent lorsqu'on se sert de cette note comme une note verbatim de conversation. D'après Mme Gillis, on parlait de quelque chose qui s'était passé en 1992 impliquant le 4e bataillon. L'explication qu'a donnée Pandorevich immédiatement, à savoir que la discussion couvrait les cochons entre 1992 et 1995, est très crédible et on ne peut pas écarter ceci. Pour ce qui est de la note concernant l'information qu'il aurait reçue du chef de l'état-major concernant la présence de prisonniers à Zvornik le 15 juillet, 2 erreurs sont possibles. D'abord, que la traduction de la position de l'homme qui l'a informé n'est pas correcte, ou que deuxièmement, la date est erronée. Ce qui est significatif, c'est que Mme Gillis ne consigne rien, comme s'étant passé le 16 juillet dans l'ensemble de sa note. Là où elle s'est trompée, nous ne le savons pas. C'est inconcevable. Mais en tous les cas, elle s'est bien trompée. Il est exact de dire, au paragraphe 1, 4, 5, 6 du mémoire en clôture, l'accusation identifie 6 domaines dans lesquels Aline Gillis consigne les événements dans son rapport de façon exacte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les éléments de preuve montrent que tout au moins une partie de leur discussion a été menée en se référant à un exemplaire du rapport de Richard Butler. Je crois que l'histoire, malheureusement, ne correspond pas à ces rapports qu'ils avaient devant eux, mais même un regard rapide sur ce compte-rendu montre des références à Drago Nikolic, à la page 19, son remplacement par le commandant Galic à l'IKM le 13 juillet 98, page 98, et la prise de 23 prisonniers par la brigade de Zvornik le 22 juillet 83. La note de Gillis, ainsi le monde, doit être considérée comme beaucoup plus précise lorsqu'elle a un texte auquel se référer. En tout état de cause, une certaine précision dans la note ne veut pas dire qu'elle le soit entièrement. La défense en tient à sa position et c'est un compte-rendu qui n'est pas susceptible de contredire la déposition de Pandorevich en ce qui concerne les événements importants de 1995. Pour finir, sans qu'il y ait quoi que ce soit de personnel de voulu, mais c'est l'utilisation du compte-rendu comme un moyen de contredire une déposition directe que nous critiquons, et non pas Mme Gillis. Toutefois, la décrire comme étant professionnelle dans les circonstances de cette interview, selon nous, va un pont trop loin. D'après les éléments de preuve qu'on a, elle a manqué à de nombreuses règles dans son interview, et notamment, et c'est assez, sur ce domaine assez curieux, on a des preuves directes en l'espèce. Vous vous rappellerez que j'ai posé la question à Dean Manning sur la façon de procéder à des interviews pendant que tout le monde buvait de l'alcool. Et il a dit à T1950 que c'était une très mauvaise façon de faire. L'accusation affirme, dans son mémoire en clôture, sans aucune base, sans aucune preuve, que les mots terrena et territoria
ont un sens tout à fait différent. Les éléments de preuve que l'on trouve à T31001 et T3240 contredisent ceci. Il dit bien que ces mots, au contraire, sont tout à fait synonymes. Toutefois, une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que les termes de ratisser le terrain et obesneige et terrain sont à l'évidence des choses différentes, même si l'accusation le reconnaît. De sorte que l'argument du paragraphe 1447, auquel Panduravitch a déjà fait référence pour les paragraphes 1 à 3 du rapport, est à l'évidence faux, d'après leur propre interprétation de ces expressions. Je voudrais que l'on revienne l'expression « laissez-les partir ». Et vraiment, je voudrais dire ceci, c'est que l'idée que Panduravitch aurait pu laisser partir les prisonniers de guerre et a choisi de ne pas le faire, d'après ce que vous avez entendu, est ridicule. Premièrement, à un moment où il est rentré à Zvornik, la plupart d'entre eux étaient morts. Deuxièmement, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Troisièmement, ces prisonniers étaient détenus d'après les ordres du général Mladic, le commandant en chef de la VRS, qui lui-même avait été présent sur le terrain le 14 juillet et qui avait chargé son chef de la sécurité de l'ensemble de l'opération. Quatrièmement, tous les niveaux de l'armée ont été impliqués, des unités multiples de l'état-major principal, des corps, des autres brigades, et aussi des compagnies et des sociétés privées, des organes municipaux. L'accusation a été d'accord avec ce tableau des événements. Il est imaginaire de suggérer qu'un jeune de 35 ans aurait pu aller sur ces lieux de meurtre, même s'il avait su où ils étaient, et aurait pu arriver là à temps, et tout simplement relâcher les prisonniers. Je voudrais maintenant quitter cet aspect du rapport parce que je manque de temps rapidement, mais je dirais que ceci, il n'est pas question de pouvoir faire un compromis sur ce point. Le rapport du 15 juillet est un document difficile à interpréter. L'accusation le reconnaît, que c'est un document difficile à interpréter. Richard Butler a présenté l'ensemble des interprétations possibles de ce document et je sais que vous-même vous trouvez difficile de l'interpréter. Tout le monde a eu des problèmes avec ceci, mais à moins que vous ne puissiez être convaincu que toutes les déductions contraires que l'accusation voudrait que vous tiriez sont les seules interprétations possibles de ce document, il faut à ce moment-là que vous tranchiez en faveur de l'accusé. Il n'y a pas moyen d'esquiver la question. Si ce ne sont pas les déductions qui vous pensez sont les seules déductions possibles que l'on puisse tirer, les seules interprétations de ce document, à ce moment-là, le document devient totalement à décharge pour Vinko Panduravitch. Et nous plaidons qu'il faut bien que vous regardiez également tous les éléments et toutes les circonstances que nous connaissons, ce qu'il aurait pu faire et du fait que vous avez le seul choix par rapport à la charge de la preuve que vous appliquerez. Maintenant, je reviens maintenant à la question du commandement pour l'opération de meurtre. Et vraiment, je souhaiterais éclairer pour vous ce qui, selon moi, est le paragraphe le plus représentatif, le plus important du mémoire de l'accusation, au paragraphe 1468. Je ne vais pas m'attirer longtemps là-dessus, mais je vais vous dire pourquoi c'est symbolique. C'est la première fois, du point de vue chronologique, dans l'ensemble de l'historique des événements, où vous trouvez une allégation dans le mémoire de l'accusation que Panduravitch exerçait un contrôle, une direction effective des
unités ou des éléments de la brigade de Zvornik. Ce qui est symbolique aussi, nous dirons que lorsque vous analysez les réquisiteurs de M. McCloskey, l'autre jour, il a parlé du fait que le général Pandourevitch avait assumé la responsabilité lorsqu'il est revenu le 15 juillet. Si vous lisez l'ensemble, vous verrez clairement qu'en dépit de l'absence d'arguments détaillés, l'accusation ne fait pas de concession sur la question du commandement des jurés. Ils ne reconnaissent pas cela. Ils soutiennent que pendant cette période, Pandourevitch est demeuré le commandant des jurés en l'absence d'un remplaçant officiel ou d'un remplacement officiel. Vous verrez cela au paragraphe 1618 à 1625. Donc, ce qui est admis ou concédé, nous le supposons, c'est que Pandourevitch n'était pas un commandant de facto de la brigade de Zvornik du 4 au 15 juillet. Et ça, c'est vraiment considéré quelque chose de tout à fait raisonnable par rapport aux éléments de preuve. Selon nous, ceci marque une volte-face dans les positions prises par l'accusation au début de la présentation des moyens à charge. Ils ont en fait très précisément, disons-nous, abandonné les positions suivantes. Premièrement, que Pandourevitch était revenu au commandement de la brigade de Zvornik dans la matinée du 12 juillet et ait eu une conversation avec Dragan Obrenovic. Vous vous en souvenez bien. Deuxièmement, qu'il ait eu un contact significatif, qu'il ait eu un contact d'une certaine importance avec le commandement de la brigade de Zvornik entre le 4 et le 15 juillet. Troisièmement, qu'il commandait les unités avant son retour. Si ceci est juste, et selon nous, vous êtes conduit à adopter cette conclusion à cause de l'absence de tout argument contraire dans le mémoire de l'accusation, ainsi que les éléments de preuve, alors il doit s'en suivre deux conséquences. Premièrement, qu'il ne pouvait avoir aucune connaissance ou très peu de connaissances sur le déploiement exact des éléments de la brigade de Zvornik lorsqu'il allait revenir. Et deuxièmement, qu'il n'y avait pas de nécessité pour lui de savoir quoi que ce soit de l'opération de meurtre à Zvornik les 13 et 14 juillet, assurément, parce que il ne pouvait avoir aucun effet, aucune incidence à cet égard. Nous reconnaissons, comme c'est allégué au paragraphe 14, 69 à 71, qu'un nombre de membres en diminution de la brigade de Zvornik, d'après les termes de l'accusation, a continué à être mêlé à cette question après le retour de Pandourevitch. Mais il n'y a aucun élément de preuve selon lesquels Pandourevitch aurait eu connaissance à ce moment-là de ce qui se passait. Du point de vue rhétorique, si Obrenovic ne savait pas, ce qui semble être bien le cas, comment Pandourevitch aurait pu savoir, aurait-il pu savoir? L'accusation crie sur les toits comme une mantra, devait savoir, avait le besoin de savoir, le besoin de connaître, mais nous vous invitons à considérer quels étaient les moyens que Pandourevitch avait de savoir pendant ces heures critiques. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier que l'une quelconque des personnes qui auraient été en mesure de lui donner des renseignements lui en ait effectivement donné, et qu'il ait su que les éléments de la brigade de Zvornik qui étaient mêlés à cela, mais ce que nous savons maintenant, nous rappelons à nouveau que à la date du 15 juillet, nous parlons d'une quinzaine ou une vingtaine de soldats. Regardons le paragraphe 1469, ou disons les choses autrement, disons que moins de 0,4% des effectifs de la brigade. C'est en gros reviendrait à dire que M. Hawking avait besoin de savoir et a besoin de savoir ce que l'un des stagiaires qui est ici pendant 2 semaines fait tel ou tel jour précis. Alors l'essentiel de ce procès, à l'évidence, concernait la brigade de Zvornik, puisque c'est son commandant qui est maintenant dans la box des accusés. Toutefois, il faut replacer dans leur contexte
le fait qu'un nombre relativement petit de soldats appelés se trouvaient comme membres de la brigade de Zvornik et ont choisi d'agir en tant que membres de la sécurité lorsqu'ils ont découvert de grands nombres de soldats ennemis qui étaient détenus dans les écoles près de chez eux et qu'un petit nombre de chauffeurs locaux utilisaient des machines plutôt que de laisser les corps se décomposer. Les prisonniers ont été emmenés à Zvornik, gardés sur des autocars, envoyés mis dans les écoles avec l'aide des membres de la brigade de Zvornik. Leur exécution a été effectuée par des policiers militaires du corps de la Drina et de la brigade de Bratunaj. Les soldats du 10e détachement de sabotage et d'autres unités non identifiées. Également, les autorités civiles ont pris part à cela et des machines appartenant à des sociétés privées ont été utilisées. Dans ce cadre général, type de participation que vous avez entendu parler pour ces quelques soldats d'un bataillon est en quelque sorte annexe. On the 17th of July, paragraph 1485. Je vais maintenant passer au trajet en passant près de Orahovac le 17 juillet au paragraphe 1485. Le titre de ce passage dans le mémoire de l'accusation, selon nous, devrait être supprimé parce qu'il n'y a pas de base lorsqu'il a lui-même témoigné. Nous disons que par ce seul motif, vous devriez rejeter cet argument. Au paragraphe 1505 à 1511, les patients de l'hôpital de Milici et les survivants de Branievo, le président Maître Haynes, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons fait ceci pour chacun des autres conseils de la défense. Vous êtes allé au-delà des 2h30 que nous vous avions attribué. Et de combien de temps pensez-vous que vous avez encore besoin? Maître Haynes. Je croyais que j'avais eu 1h20 lors de la première suspension d'audience, ce qui voudrait dire que qu'est-ce que j'ai fait, le président? Vous avez passé 2 heures. Maître Haynes, bien, est-ce que je pourrais avoir 20 minutes? Le président, bien. Maître Haynes, et est-ce que je peux présenter une deuxième demande? Le président, oui. Maître Haynes, est-ce que l'on pourrait suspendre maintenant, ce qui fait que les 20 prochaines minutes seront plus cohérentes, je pense? Le président, oui. Ben, nous allons suspendre pour 25 minutes.